Mathieu Mabin, vous êtes en direct de Washington, comme chaque jour. Bonjour. La stratégie du chaos continue, visiblement. On a assisté à des déclarations incendiaires contre Macron, un appel à évacuer tout Téhéran par Donald Trump, une main tendue aussi aux Iraniens. Le président connaît-il au moins ses objectifs ? Alors c'est une excellente question. Ce qui reste très difficile pour nous ici à Washington, c'est de déterminer dans quelle mesure Donald Trump conserve l'initiative dans ce dossier. Et son départ précipité du G7, qu'on vient d'apercevoir, nous conforte dans ce sentiment, dans le fond, avec d'un côté Donald Trump qui se proclame homme de paix et qui affirme n'avoir jamais soutenu un projet d'offensive militaire sur l'Iran, et d'un autre côté, la réalité, c'est-à-dire les moyens de pression considérables que possèdent les États-Unis et les présidents américains successifs sur Israël, et qui, selon toute logique, auraient pu permettre à la diplomatie américaine d'empêcher l'offensive israélienne si elle l'avait souhaité. Donald Trump se cantonne donc tant bien que mal à cette posture d'observateur passif, largement surjoué d'ailleurs, tout en scrutant et en comptabilisant les coups portés à l'État iranien. Lesquels coups continuent à fragiliser Téhéran, évidemment. Si on croit Donald Trump, c'est cette fragilisation qui, selon lui, va créer de manière imminente les conditions d'un accord qui, concrètement, sera une forme de capitulation de l'Iran. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? La question est de savoir si cette capitulation va intervenir avant ou après l'effondrement de l'État iranien. C'est vraiment la question qui taraude les observateurs ici. On en est là, ici à Washington en tout cas. Maintenant, cela nous impose de nous placer dans la perspective justement d'un effondrement de l'État iranien. Une perspective qui n'enchante pas du tout les spécialistes du renseignement ici, ou en tout cas pas tous. Une chute du régime des mollahs ne signifierait pas la disparition totale des partisans du régime, évidemment. Pas plus que ces réseaux puissants à travers le monde et jusqu'au cœur des sociétés occidentales, l'Amérique inclus. N'oublions pas que le régime en place à Téhéran est l'héritier de celui de 79, évidemment, et que globalement, ses méthodes d'influence n'ont pas changé. Cela signifie qu'un régime iranien aux abois et à court de missiles balistiques, par exemple, possède encore bien des moyens de nuire et jusqu'au cœur des capitales occidentales. Ça ne serait pas une première, les Parisiens s'en souviennent. Pour être parfaitement clair, il y a une vraie appréhension ici d'une forme de dématérialisation de l'État iranien et la transformation de ces structures en réseaux terroristes capables de frapper fort et partout. Cette perspective fait bien partie de la négociation pour Donald Trump, qui n'a pas du tout l'intention de rester dans l'histoire comme l'homme qui aura dispersé sur la planète un réseau terroriste comme a pu être Al-Qaïda en son temps, mais version chiite évidemment. Et c'est vrai, Anne Corpé, que Donald Trump veut régler finalement le fond de l'affaire. C'est ce qu'il a dit ce matin. Il ne veut pas seulement un deal, un cessez-le-feu, il veut une paix durable, une fin réelle du conflit. Là aussi, ça reste extrêmement flou. Oui, et quand il est interrogé sur des questions précises comme est-ce que les États-Unis vont livrer à Israël ces fameuses bunker bombs, ces bombes de 13 000 kilos capables de toucher les infrastructures nucléaires souterraines iraniennes, eh bien, il ne répond pas. Il faut savoir que les Israéliens n'ont pas les moyens de transporter ces bombes. Ça signifierait qu'il faudrait une implication des bombardiers B-2 américains si leur utilisation était prévue. C'est donc une implication directe des États-Unis dans la guerre que les Israéliens réclament. Donald Trump, jusqu'à présent, a toujours dit, y compris avant même d'être président et tout au long de sa campagne, qu'il ne souhaitait pas, qu'il était contre toute intervention américaine à l'étranger, mais il laisse désormais planer le doute. Dans un communiqué de la Maison-Blanche cet après-midi, on recense les 40 reprises au cours de la campagne pendant lesquelles Donald Trump a insisté sur le fait que l'Iran ne devait pas avoir accès à l'arme nucléaire. Mais ce communiqué ne rappelle pas que Donald Trump ne cessait de répéter également que les États-Unis ne devaient pas intervenir militairement à l'extérieur de leur pays. Donc une ambiguïté sur le plan stratégique, ambiguïté aussi sur la diplomatie, puisque dans l'avion qui le ramenait aux États-Unis, Donald Trump a dit qu'il envisageait toujours d'envoyer son émissaire Steve Witkoff et le vice-président J.D. Vance discuter avec les Iraniens, tout en précisant
qu'il n'était plus d'humeur à la négociation. Toutes ces déclarations peuvent donc paraître contradictoires, mais cette ambiguïté stratégique est la marque de fabrique du président américain qui considère que son imprévisibilité est un atout, alors qu'en fait, elle ne fait que semer le trouble et encourage Israël dans sa stratégie, dans son offensive. Benjamin Netanyahou, qui évoque désormais clairement l'hypothèse de la chute du régime de Téhéran. Le Premier ministre israélien a lancé un appel hier au peuple iranien pour qu'il se lève contre la tyrannie de son régime. Il n'exclut pas d'éliminer le guide suprême. Jusqu'à présent, Donald Trump s'y est opposé, mais placé devant le fait accompli, Washington a en fait s'est toujours rangé derrière les initiatives du gouvernement israélien. Le ministre de la Défense israélien a mis en garde aujourd'hui le guide suprême contre un destin similaire à celui de Saddam Hussein, mais le gouvernement israélien, tout comme Donald Trump, devrait aussi se souvenir de ce qu'il est advenu de l'Irak après la chute de ce tyran, le chaos complet. Dans l'histoire récente, tous les changements de régime imposés par l'extérieur se sont d'ailleurs finis sur une catastrophe. Oui, Saddam Hussein, lui, a été pendu. Au fond, Mathieu, qu'est-ce qui retient Donald Trump à s'impliquer davantage aux côtés des Israéliens? Est-ce que l'on sait? Alors, on a déjà effleuré le sujet, mais plusieurs choses. D'abord, les Américains qui ont porté Donald Trump à la Maison-Blanche ne sont, dans leur grande majorité, plus du tout disposés à assumer un nouveau conflit. Cela explique effectivement le fait qu'il a martelé durant sa campagne qu'il n'était plus question d'assumer ces guerres interminables, selon sa formule. C'est d'ailleurs une promesse largement répétée par Donald Trump durant ces deux campagnes, on l'a dit, mais et concrètement durant ces deux mandats également. Après avoir brutalement mis un terme au conflit en Afghanistan, vous vous en souvenez, il ne peut pas engager l'Amérique dans un dossier dont personne ne sait s'il ne durera pas des années encore. Ensuite, comme toujours, Donald Trump pratique une diplomatie que l'on pourrait qualifier de diplomatie des marchands de New York. Son intention est visiblement d'attendre l'affaiblissement le plus notoire de son interlocuteur, ici l'Iran pour lui, pour proposer un prix en clair, pour lui imposer des conditions, les conditions d'un accord favorable aux États-Unis. On a beaucoup dit de l'Iran ces dernières années et du régime des mollahs qu'il n'était plus mobilisé que par la survie du régime. C'est plus vrai que jamais. Et la conviction de Donald Trump aujourd'hui, c'est que le régime préférera négocier plutôt que de disparaître, ce que l'on comprend. Mais pour que je puisse l'affirmer, ce qu'on ressent ici, c'est quand même une impatience agacée de la Maison-Blanche. Ça, c'est incontestable. Quelque chose qui dirait, en quelque sorte, qu'ils attendent pour jeter l'éponge. Qu'est-ce qu'ils attendent pour jeter l'éponge? C'est la dernière phrase de Donald Trump ce matin, votre après-midi. Merci beaucoup.